Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude dans chaque vidéo, je commence par remercier toutes les personnes qui ont liké, qui sont abonnées, qui ont commenté les vidéos. Franchement ça fait super plaisir. Si jamais vous avez envie de pouvoir suivre un petit peu notre aventure, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être tenu informé de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir et vous tenir au courant des actualités. Et si jamais vous avez envie de partager un petit peu la chaîne, n'hésitez pas, ça permettra un meilleur référencement et il y a plus de personnes qui pourront avoir accès à ce contenu. Aujourd'hui, c'est la reprise des présentations d'espèces et je vais en profiter de nettoyer mes terrariums pour vous présenter une espèce mythique dans la terrariophilie et en captivité, le Python Réjus. Alors, le Python Réjus, c'est un animal que beaucoup de personnes souhaitent posséder pour débuter en terrario, mais moi personnellement, je ne le recommande pas. C'est un serpent qui, vous allez le voir, est assez particulier. Le Python Réjus est un serpent que nous allons pouvoir retrouver en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Son aire de répartition est assez vaste. On va le retrouver du Sénégal à l'ouest de l'Ouganda et au nord de la République du Congo. On va pouvoir également le retrouver au Togo et il y a beaucoup de spécimens aujourd'hui encore qui viennent du Togo. C'est ce qu'on appelle des ranchings. Ça, j'y viendrai plus tard. Pour ce qui est du milieu de vie, on va retrouver des pythons royaux essentiellement dans les savanes, les zones forestières et les zones agricoles. Ce sont des serpents qui sont plutôt nocturnes et qui vont être terrestres et arboricoles. Il y a une étude qui a été faite en 1998 qui suggérait que les spécimens de 70 cm ou moins étaient plus arboricoles que les spécimens de 80 cm à 1,20 m. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'était faux et que n'importe quel Python Réjus, s'il en a envie, aura des tendances arboricoles. On a découvert que les Pythons Réjus adoraient vivre dans des termitières dans leur milieu naturel. Alors pourquoi? Eh bien, des scientifiques se sont penchés sur la question et ils ont découvert que dans les termitières, l'hygrométrie et les températures étaient quasiment stables tout le temps. Ils avaient une température comprise entre 28 et 30 degrés et une hygrométrie qui pouvait faire 70 à 90%. Du coup, ça offrait aux Python Réjus une zone de vie confortable, constante et à l'année. Alors évidemment, en terrariophilie, reproduire une termitière, c'est très compliqué, mais moi c'est un projet que j'ai au niveau de mes terrariums, enfin, en tout cas de celui-là. J'aimerais reproduire une partie termitière pour que ça lui fasse non seulement une cache esthétique et où il se sente bien, mais également pour voir si le comportement va changer. Là, vous voyez, elle a une cachette, bon, c'est un pot de fleurs, c'est pas très esthétique, franchement, c'est de la terrario basique, mais j'aimerais voir si le comportement va changer. On sait que les Python Réjus sont des animaux capables de s'exposer à des températures allant de 30 à 35 degrés. Mais dans les savanes et dans les forêts tropicales où ils habitent, on peut atteindre des températures qui dépassent les 40 degrés très facilement. Donc je pense que la termitière est à la fois un milieu de vie stable pour eux et une très bonne cachette qui leur permettra de se sentir rassurés. Donc, on va virer les murs. Alors, quand vous nettoyez le terrarium, voilà, faut vraiment pas hésiter à bouger le décor parce que vous allez voir, elle a mué. Et madame m'en a foutu de partout, donc je vais en profiter pour vous la montrer. Alors comme je vous le disais, je manipule pas mes pythons à outrance. Je leur fiche la paix. C'est des animaux qui n'aiment absolument pas ça. Donc j'évite la manipulation pour rien. Vous voyez, là, je la dérange. Hop. Donc, je vais y aller tout doucement. Alors, il y a des personnes qui se posent la question, est-ce que la morsure d'un Python Réjus, ça fait mal? Quand c'est juvénile, c'est pas agréable, mais ça passe. Quand c'est adulte, par contre, je peux vous certifier qu'une morsure de Python Réjus, c'est pas agréable du tout. Et ceux qui viendront me dire le contraire, sont soit des gens qui se sont fait mordre et qui n'ont pas la même sensibilité à la douleur que moi, soit des gens qui se sont jamais fait mordre de leur life et je leur souhaite pas. Là, on est encore sur un spécimen qui est pas énorme, donc j'ai quand même pas envie de me faire mordre inutilement. Surtout que c'est un stress pour elle, donc je préfère éviter d'engendrer des stress. Donc oui, il y a des personnes que ça peut faire rigoler, mais quand c'est comme ça, je préfère mettre des petits gants et y aller tout doucement. Voilà.
Déjà que je l'embête. Voilà. Donc là on est sur une femelle Super Pastel Yellow Belly. Alors c'est un mix de mutations. Personnellement j'ai pris ce spécimen non pas parce que j'avais des projets de reproduction ou quoi ou qu'est-ce, juste parce que je le trouve magnifique. Alors moi la reproduction en captivité c'est pas mon but. Clairement c'est pas mon but du tout. Je voulais juste avoir un joli spécimen qui sorte un petit peu de ce que j'ai actuellement. Et vous voyez, elle m'a fait un énorme caca. Voilà, donc je vais aller nettoyer tout ça. Voilà, je viens de finir de nettoyer son terrarium. Donc les cacas, on touche pas à la main, essayez de prendre une pince comme moi. Et je vais vous montrer ce que je fais entre chaque terrarium. Les cacas et le pipi d'ailleurs. Et une fois que vous avez fini votre terrarium, ce que vous faites c'est vous refermez. Hop. Alors moi j'ai un système de fermeture qui a fait ses preuves. Je ne l'ai pas acheté en magasin. C'est un bout de fil de fer avec lequel j'ai poncé un petit peu. Sur lequel j'ai poncé un petit peu le bout pour pas qu'elle se blesse. Et du coup ça fait une serrure de crochetage. Et ensuite vous allez bien vous laver les mains. Les reptiles sont vecteurs de zoonoses, comme la salmonellose par exemple. Et c'est vraiment quelque chose de pas cool. Donc à chaque fois que vous intervenez dans le terrarium, vous pensez à bien vous laver les mains après. Et si comme moi vous avez plusieurs serpents, entre chaque terrarium, vous lavez les mains, vous vous désinfectez les mains. Alors pourquoi? Tout simplement parce que entre eux, ils peuvent se refiler des maladies. Et alors moi, même s'ils ont fait une quarantaine et qu'ils sont sains, je préfère éviter de prendre des risques inutiles et perdre mes bêtes bêtement. Donc là, je vais aller me laver les mains. Je vais vous montrer comment je désinfecte le matériel. Et après, je vous présenterai un petit peu plus la petite. En attendant, le temps que je me lave les mains, je vais vous laisser devant son terrarium. Comme ça, vous allez pouvoir un petit peu plus la voir. Et donc, entre chaque nettoyage dans les terrariums, donc en soi c'est les cacas que je ramasse, donc c'est pas forcément ce qui est le plus hygiénique, je trempe ma pince dans une solution biocide. Donc je la laisse à tremper 5 minutes, voilà, le temps que ça agisse. Après par contre, je sèche bien la pince et je la rince quand même pas mal, parce que c'est quelque chose d'assez agressif. Donc je préfère pas prendre de risques avec mes serpents, voilà, je préfère que tout se passe bien. Hein, c'est pas parce que c'est des animaux costauds qu'il faut faire n'importe quoi. Je veux pas trop la stresser. Donc moi ce que j'adore au niveau de son pattern, elle est passée il y a 2 secondes, elle a déjà foutu le souk. Voilà, c'est la forme des ocelles. Cette ligne continue bien claire sur le dos. Voilà, franchement, je trouve que c'est une mutation avec une super couleur. Alors personnellement, les mutations génétiques chez les Rhésus, je suis pas plus fan que ça parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mutations. En fait, c'est des poubelles génétiques. Ah, j'ai oublié un petit bout de nuit. C'est littéralement des poubelles génétiques. C'est des serpents qui, pour moi, ne devraient pas exister parce que on fait plus de mal qu'autre chose. C'est pour ça qu'à la maison, j'ai uniquement 2 Rhésus avec mutation parce que je trouve les mutations super sympas. Et que du coup je me suis laissé tenter, mais j'ai absolument pas d'objectif de reproduction avec, hein, c'est pas mon but. Donc vous le voyez, c'est un serpent qui est pas plus stressé que ça, c'est un serpent que je manipule, c'est un serpent que je manipule pas plus que ça. Donc mais elle est pas plus stressée que ça, elle se met pas en boule automatiquement dès que je rentre dans le terrarium, elle a pas du tout ce comportement. Alors elle, en plus de ça, c'est une goinfre, donc dès que je mets les mains dans le terrarium, j'ai intérêt à faire attention. Et c'est pour ça que je préfère mettre des gants. Ça m'évite de me faire strike bêtement. Mais vous voyez, c'est pas un serpent peureux. Tout ça parce que je fais attention à comment je travaille avec eux. Je fais gaffe. J'essaye de pas les stresser,
Enfin, je les respecte en fait, voilà. C'est pas des animaux que je vais prendre sur moi pour faire mumus des heures. Non, vous voyez, le téléphone, ça l'intéresse, elle se demande ce que c'est. Voilà, elle va venir vous dire coucou. Mais voilà, alors avec des serpents, il faut toujours rester calme. Quand vous rentrez sur leur territoire, parce que le terrarium c'est leur territoire, vous restez calme, vous ne faites pas de gestes brusques, vous restez zen, et vous allez voir, ça va très bien se passer. Après, vous avez des espèces qui effectivement vont être un petit peu plus tendues que d'autres, avec lesquelles il va falloir faire plus attention. Je vais vous donner un exemple, j'ai un Moralia spilota à la maison. Lui, alors c'est un goinfre, mais en plus de ça, il faut faire gaffe, parce qu'il est assez vénère. C'est une véritable agrafeuse. Vous voyez avec elle, il n'y a aucun problème. Je vais essayer de vous montrer un petit peu son œil. Alors désolé, hein, je tremble un petit peu. C'est parce que j'ai la perche. Mais voilà, vous voyez, j'ai pas un animal qui est stressé, qui panique dès que j'ouvre le terrarium, qui... Elle est zen. Pareil, au niveau alimentaire, moi quand j'ai commencé la terrario, on me disait toujours, oui, le python réjouisse, il faut absolument pas varier les proies, parce que sinon il risque de refuser toutes les autres. Mais en fait c'est faux, un python réjouisse qui se sent bien et qui est serein dans sa tête, va accepter différents types de proies, et même il faut varier les proies, c'est très important. Pour eux, comme pour nous, ça nous permet d'apprendre beaucoup de choses d'eux, et eux, ça leur permet de garder un régime alimentaire stable et équilibré. En fait, il y a beaucoup de personnes qui disent oui, le Bréjus c'est fait que pour le rat parce que ça pue plus, ou la mastomise parce que ça pue plus, mais dans la nature, ils ne vont pas se contenter d'un seul type de pro. Il y a des périodes de l'année où il y a moins de rongeurs parce que les températures ne sont plus les mêmes, ou alors l'humidité n'est plus la même, on entre en saison des pluies, donc les serpents, ils vont se rabattre sur ce qu'ils ont. Et on a déjà observé en nature des serpents qui se nourrissaient d'oiseaux, des pythons réjus qui se nourrissaient d'oiseaux, mais également de petits lézards comme des geckos, voire même des amphibiens. Donc en fait, nous, en terrariophilie, notre rôle, c'est de maintenir ces espèces, mais de la meilleure manière possible. Et l'alimentation, c'est un point important du maintien. Il faut bien comprendre ça. Donc moi, à la maison, je varie les proies. Là, pour le moment, ils tournent au rat, mais de temps en temps, je donne des poussins. Ça m'arrive aussi, quand je fais une commande de geckos pour des serpents qui sont saurophages, de donner des geckos à mes serpents, et franchement, ils se régalent. Et j'ai absolument pas de refus. Les seuls moments où ils entrent en période de refus, ça va être la mue. Et après, vous allez voir, j'ai un spécimen qui est issu de ranching, donc ça, je vous l'expliquerai par la suite. Mais lui, oui, il est capable de me faire des périodes de jeûne assez conséquentes. Par contre, les trois autres, et c'est des femelles, donc je sais pas si ça joue différemment, mais les trois autres, elles me font pas de période de jeûne. Voilà, je vous ai présenté la première. Alors ma femme a décidé de l'appeler Rivershire, parce que ma femme donne des noms, et il y a un petit truc en ce moment, c'est oui, j'ai des reptiles, moi je les appelle tous par leur nom scientifique. Voilà, elle a beau leur donner des prénoms, j'arrive pas à les retenir, mais elle a insisté pour que je vous le dise. Donc là vous avez Rivershire. Maintenant je vais vous présenter celle du dessous qui s'appelle Skypiea, et vous allez voir, c'est pareil, c'est une beauté. Personnellement j'adore cette mutation, je la trouve magnifique. Donc là je suis plus dans le champ de la caméra, mais c'est pas grave, c'est pas moi qui importe, c'est le serpent que je vais vous montrer. Là, c'est une autre femelle que j'ai acquis en même temps que la première que je vous ai montrée. Et elle, c'est une mutation que je trouve vraiment très jolie parce qu'elle reste assez simple et assez discrète en fait. Et franchement, il faut vraiment avoir l'œil pour pouvoir faire la différence entre une morphe naturelle et cette morphe-là. Donc c'est ce qui s'appelle une Fire. Alors, hop. Donc cette mutation, c'est une mutation qui s'appelle Fire. Donc là, elle dormait, je vais pas la déranger trop. Mais en fait, on voit qu'elle est beaucoup plus claire qu'un Réjus mutation normale. Et on voit qu'en fait, elle n'a pas de dessin au niveau des taches sur son corps. Ils sont complètement absents. Donc c'est pour ça que j'aime bien cette mutation. Ça reste proche du naturel, mais ça change quand même. Et vous voyez, quand je vous disais que les serpents avaient un comportement qui était différent en fonction des individus, elle a une cachette qui la recouvre complètement, contrairement à l'autre au-dessus.
Et en fait, si vous voulez, j'ai fait ça parce que j'ai constaté qu'elle n'allait pas dans sa moitié de cachette. Et elle préférait être complètement enfermée quand elle pouvait se planquer. Donc voilà. Après, elle est très cool. C'est juste que je vais pas la déranger. Tiens, un morceau de nuit encore là. Mais voilà, comme je vous ai dit, je dérange pas mes animaux inutilement. Mais c'est une super mémère. Franchement, elle m'a pas raté un seul repas depuis qu'elle est à la maison. Et elle est géniale. Ah. Elle va peut-être venir nous dire coucou. Donc voilà. Au niveau des températures sur mes Régis, alors, j'essaye de reproduire un gradient thermique naturel. Donc ce que je fais, c'est que je laisse un coin du tapis chauffant, et c'est pour ça que je vais passer à la lampe dans pas longtemps, mais je laisse un coin du tapis chauffant où il n'y a pas de substrat par-dessus. Je vous rassure, le tapis chauffant est protégé par une plaque de plexiglas, donc les serpents n'y ont pas accès. Ok ? Mais il y a ce coin-là qui n'a pas de substrat au-dessus. Et je mets ma sonde de thermostat à ce niveau-là à 35. Et ça me permet d'avoir un gradient thermique, donc hors substrat et avec substrat, qui va de 35 à 31 degrés. Et le reste du terrarium est à température ambiante de ma pièce. Donc ma pièce avec toutes mes installs tourne à 25 degrés environ. Donc on a un reste de terrarium à 25. La nuit, j'ai des installs qui se coupent complètement. Donc la température dans la pièce redescend aux alentours de 22-21 degrés. Et je laisse le tapis chauffant à 24-25 pour avoir quand même une différence, point chaud, point froid. Et c'est là que je vous dis que chacun va avoir son comportement parce que elle, toute la nuit, va faire la java dans son terrarium. Elle va sortir voir s'il n'y a pas à bouffer. Par contre, s'il n'y a pas à bouffer, elle rentre. C'est pour ça que j'ai envie d'en venir au terrarium naturel pour voir si le comportement change. Au niveau de l'hygrométrie, je suis sur une hygrométrie de pièce ambiante et tout se passe très bien. Ils ont accès à de l'eau fraîche en permanence. J'ai des mues qui sont faites, bon, de temps en temps, un peu galère, mais elles me font toujours leur mue complète, il n'y a absolument pas de problème là-dessus, et tout se passe très bien. Là, on se retrouve devant le terrarium de mon troisième spécimen. Alors oui, j'ai scotché une barre LED avec du scotch aluminium parce que les supports ont pété, donc il faut que je regarde pour retrouver des supports parce que ça fait un peu dégueulasse et j'aime pas du tout, mais bon, c'est pas grave. Donc mon troisième spécimen, il a une histoire un petit peu plus particulière. C'est un mâle que je me suis procuré en animalerie. Et quand on me l'a vendu, le vendeur a omis de me donner une information hyper importante. C'était qu'il était issu de ranching. Alors qu'est-ce que le ranching? Le ranching en fait c'est des œufs qui sont menés à terme dans des fermes d'élevage, donc au Togo, au Bénin, au Ghana, tout ça. Et en fait les individus sont démarrés et vendus à l'export. Des fois, il y a aussi le cas de femelles qui sont prélevées en milieu naturel parce qu'elles sont gravides. Donc on les fait pondre en captivité, on mène l'incubation des œufs à son terme et on vend les bébés. Et c'est différent du wild caught parce que le wild caught c'est directement un animal qui a été prélevé dans la nature pour être vendu à l'export. Voilà. Donc gros stress pour moi parce que déjà Python Régis, serpent délicat, mais en plus de ça sur un ranching, serpent qui n'a absolument pas du tout le même comportement que ceux qu'on peut retrouver nés en captivité. Pour vous donner un exemple, lui, la première année de sa vie à la maison, il vient me dire coucou, m'a fait un jeûne de 8 mois. Alors que j'ai lu partout sur les forums, sur internet, j'ai regardé des vidéos, et c'est là que je vous dis que c'est important de lire des bouquins, on entend dire partout que les juvéniles ne font absolument pas de période de jeûne. Lui m'a prouvé le contraire, il m'a fait un jeûne assez long. Ensuite, au niveau du comportement, alors vous le voyez, c'est un serpent qui n'est pas du tout timide, donc qui vient au contact. Par contre, ultra défensif, qui n'a absolument pas de patience lors des manipulations, et pourtant c'est pas faute d'essayer, et ça engendre un stress énorme. Donc il faut faire très attention aux spécimens que vous achetez, n'hésitez pas à poser les bonnes questions et à demander à voir les documents, c'est hyper important. Lui, pour vous faire un topo de son jeûne, comment j'ai géré ça? Bon, j'ai vu qu'il perdait pas trop de poids, donc je me suis pas trop inquiété. Mais arrivé au bout de 8 mois, alors qu'il n'avait pas encore 1 an, j'ai commencé quand même à paniquer et à stresser. Donc j'ai appelé plusieurs vétérinaires. Il y en a même un qui m'a dit que le Python Régis, comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, était un serpent névrosé, chose qui peut s'avérer vraie. J'en suis arrivé à pratiquer le gavage sur mon serpent. Alors, je l'ai fait parce que je l'ai déjà pratiqué sur d'autres espèces de serpents et j'ai appris avec un professionnel, d'accord, qui m'a montré les gestes à faire et à ne pas faire et le matériel à utiliser et à ne pas utiliser.
Résultat du gavage, il a gardé sa proie, et puis au fur et à mesure de mes recherches et de mes achats de bouquins, j'ai appris que ces serpents pouvaient se nourrir de sauriens. Donc j'ai demandé à un contact de m'envoyer des mues de gecko, j'ai frotté une souris contre une mue de gecko, et paf, là ça a tapé. Donc il a redémarré. Depuis, il lui arrive de me faire des périodes de jeûne, mais c'est pas non plus comme la première année. Donc je pense qu'il a subi un stress au moment du changement d'environnement. Et tout se passe bien. Donc c'est un petit mâle qui n'est pas gros gabarit. Il doit faire dans les 75 cm. C'est vraiment pas un gros gabarit. Personnellement, étant donné qu'il pousse bien, qu'il n'est pas maigre, qu'il n'est pas rachitique, je me stresse pas. Il mange à son rythme. C'est pareil, il a 3 ans. Donc tranquille, hein, on va pas se stresser. Et comme je vous ai dit, la reproduction pour moi c'est pas un but. Donc je préfère le nourrir tranquillement plutôt que de le stresser à essayer de le surnourrir et faire des dégâts. Par contre, là où c'est une pépite ce petit serpent, c'est qu'il a un comportement qui change vraiment du né en captivité. Vous voyez là on est en plein jour, il se planque pas, il sort, il devrait manger fin de semaine prochaine. Donc je vous ferai une petite vidéo en short du repas de celui-là. Et franchement, niveau comportement, c'est hyper intéressant. Il explore tout le temps son environnement. Quand je le mets dans une caisse, que je nettoie son terrarium, je le remets dedans. Pourtant, c'est le même terrarium. Il redécouvre son environnement. Il est actif. La nuit, c'est un serpent qui va être actif, mais très précautionneux dans ses mouvements. Il va faire attention à ce qu'il fait. Il va toujours être à l'affût. C'est pas comme le NC qui va découvrir, qui va grimper. Non, là, on a vraiment un serpent qui reste sur ses gardes. Ça n'a absolument rien à voir avec du comportement de né en captivité. Donc moi, je vous encourage vraiment pas à prendre des serpents qui sont prélevés en milieu naturel si vous ne savez pas ce que vous faites et si ce n'est pas des espèces qui en ont besoin. Voilà, là sur celui-là, je me suis fait avoir, j'abandonne pas mes bêtes. Donc il était hors de question que je leur ramène à l'animalerie, et surtout quand on voit ce qu'ils font aux animaux. Ça, c'est un autre débat. Mais franchement, vous ne lancez pas dans cette aventure si vous n'avez pas des connaissances théoriques et pratiques sur les techniques de maintien, sur les techniques de nourrissage, tout ça, c'est hyper important. Donc, comme pour les autres, je vais vous faire un petit topo de l'animal. Alors par contre, lui, il est capable de me striker le téléphone. Hein, voilà, vous voyez, c'est pas du tout le même comportement. C'est vraiment pas la même chose. Lui, par contre, c'est voilà. Donc là, vous voyez, il sort, il découvre, il se demande ce qui se passe. C'est très curieux, mais ça reste très 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 à l'affût. Voilà, donc là vous voyez la différence avec le Fire. Vous la voyez bien, lui c'est vraiment une souche naturelle. Alors ça m'intéresse pas de le reproduire, même si c'est un F1. Et vous voyez ses formes, ses couleurs, c'est magnifique. Et lui, ouais, je vous dis, il est capable de me strike le téléphone. Lui, il m'a déjà croqué. Et c'est là que je peux vous dire que c'est pas forcément agréable, pourtant c'est un petit gabarit. Voilà, et vous voyez, hop, ça lui plaît pas. Donc je rentre dans ma maison. À lui, pareil pour la cachette, il avait fallu que je lui fasse une cachette verticale, parce que si je lui mettais une cachette horizontale, ça lui plaisait pas. Alors oui, le terrarium est petit, mais il était dans un plus gros terrarium avec beaucoup plus de déco avant. Et ça lui convenait pas. Monsieur ne sortait jamais de sa cachette. Monsieur n'allait pas explorer. Pourtant, le terrarium était quand même bien fourni en fausses plantes, en pierre, en cachette, tout ça. Donc j'ai décidé de le passer dans un terrarium plus petit, mais quand même fourni. Là, on a un tapis de feuilles, tout ça. Enfin, il y a dessous, vous le voyez pas, mais il y a une moitié de peau comme ça qui est enterrée. Et du coup, là, monsieur se sent plus à l'aise et remange correctement. Donc voilà. Donc je vous ai donné la répartition géographique, le biotope, l'alimentation, le comportement. On va parler un peu du comportement reproducteur. Donc ce sont des animaux qui vont observer une période de repos de quelques mois. Une fois que cette période passe, les animaux sortent d'hivernation. Je parle d'hivernation parce que c'est une mise au ralenti de l'organisme et pas une hibernation où là c'est un arrêt complet de l'organisme, c'est deux choses différentes. Les femelles vont commencer à se réalimenter et à reprendre du poids. Les mâles, eux, vont se réalimenter, mais un peu moins parce qu'ils vont être occupés à chercher la femelle. L'accouplement va se faire, donc on appelle ça un lock. Il va se faire, il peut durer plusieurs heures, et la femelle va développer des œufs à l'intérieur d'elle-même qu'elle va pondre. Ce sont des serpents ovipares. Donc pour rappel, ovipares pondent des œufs
vivipare donne naissance à des petits directement formés, ovovivipare fait la gestation des œufs à l'intérieur du corps, les œufs éclosent à l'intérieur du corps de la mère et donnent naissance à des petits. C'est un mix entre les deux, enfin bref. Les femelles sont capables de pondre entre 5 et 9 œufs, mais il est courant qu'on ait des pondes qui soient un petit peu plus conséquentes, de 12 à 15 œufs. Mais vous avez une sous-localité ou une localité, on ne sait pas encore exactement, qui s'appelle le Volta, qui donne des réjus déjà de base qui sont beaucoup plus grands. On a des Volta qui ont été pesés à 8 kg, c'est énorme, et des serpents qui font 1,80 m. Le réjus, pour rappel, ça fait entre 1,20 m, 1,50 m, grand max, vraiment grand max. Là, on a des spécimens qui font les 1,80 m à l'aise, 8 kg, et qui sont capables de donner sur une ponte plus d'une vingtaine d'œufs. Donc pour le moment, j'ai pas trouvé d'études qui affirment ou qui infirment que les Volta soient réellement une localité. Donc qui dit spécimen plus grand dit forcément ponte qui peut être beaucoup plus conséquente. Et donc là, hop. Donc là, je vous présente ma plus grosse fille. Alors elle, c'est une femelle qui m'a été donnée par un ami qui a dans les 5 ans. Une femelle très cool, très tranquille, très calme. Donc mutation naturelle. Hein. Vraiment une femelle magnifique. Que dire de plus? Que dire de plus? Là, vous voyez, je l'ai sortie de son terrain. Enfin, c'est pas le serpent agressif qui va... Non, vous voyez, elle est détendue. Elle se laisse porter, elle se laisse manipuler. Enfin, voilà. Vous voyez, quand on y va tout doucement avec nos amis, bah, ça se passe hyper bien. Alors, il se peut que je me fasse strike, et sur un animal de ce gabarit-là, je peux vous certifier que c'est pas agréable du tout. Donc c'est pour ça, il faut que vous restiez très calme quand vous manipulez un serpent. Et s'il y a bien une chose qu'il ne faut pas faire contre le gré du serpent, c'est toucher leur tête. Ils ne supportent pas ça. Donc ça, c'est un conseil que je vous donne. Si vous manipulez un serpent, vous n'approchez pas les doigts de leur tête. Ok? C'est vraiment un conseil de base. Pareil, quand vous manipulez un serpent, notamment de ce gabarit-là, vous lui donnez toujours 2 points d'appui. Parce qu'avec son poids, vous pouvez lui faire mal. Mais c'est une beauté. Moi, personnellement, enfin, même si c'est un serpent qu'on voit fréquemment, je suis toujours aussi amoureux de voir des morphes naturelles. Je trouve que c'est les plus belles. Pour moi, c'est vraiment les plus belles. Tant que je l'ai. Petit point, législation très important. Le Python Régius est un serpent en annexe 2B. Vous avez obligation en France de vous fournir un spécimen qui est soit marqué, soit identifié par photo. Si vous ne le faites pas, vous êtes hors la loi. Toutes les animaleries qui vous les vendent sont censées faire une identification, donc n'achetez pas d'animal s'il n'est pas identifié. Ok? Hein, ma belle? Je vais la reposer. Donc voilà, j'ai reposé ma grosse femelle, je suis allé me laver les mains et désinfecter, c'est des règles de sécurité. On va continuer un point rapide sur la législation. Alors si je vous dis qu'il faut absolument vous procurer des animaux qui sont identifiés et pucés, ce n'est pas pour rien. Ces animaux ont été mis sous annexe, tout simplement parce que dans la nature, les populations sauvages sont en danger, notamment dû au commerce qu'on en fait. Et c'est pour ça que je vous dis qu'indirectement, enfin, j'y ai participé et je suis un peu dégoûté de ce qui s'est passé. Bon, après, c'est mon animal, je l'aime, je ferai tout ce qu'il faut pour lui. Mais voilà, j'aime pas l'idée que j'ai un peu participé à ce commerce. Attention les animalistes, s'il y en a qui regardent ma vidéo, je ne suis pas en train de dire que la terrariophilie est une mauvaise chose. Au contraire, c'est une très bonne chose et je prépare une vidéo là-dessus. Donc on finit le point législation. Si je vous dis de prendre un animal qui est identifié soit par photo, soit par puce, et sur lequel il y a une traçabilité, c'est pas pour rien. Il y a un article qui est paru dans le 20 minutes, et je l'ai vu ce matin, où un Français voulait déménager en Suisse, il s'est fait contrôler à la frontière par les douanes, et il avait un réjus qui n'était pas identifié, et sur lequel il ne pouvait pas prouver la provenance. Donc l'animal a été saisi, et il risque quand même une belle amende. Ce serait dommage que vous vous lanciez là-dedans de manière illégale. J'encourage absolument pas à le faire. C'était le petit point législation. Conseil si jamais vous voulez vous lancer dans le réjus. La première, c'est de vous informer énormément. Alors je sais que les livres aujourd'hui c'est plus trop à la mode, mais vous allez trouver une mine d'informations inestimable dans les bouquins, donc tournez-vous vers les bouquins avant de vous pointer sur les réseaux sociaux, les forums, tout ça. Ensuite, si je dis que le Python Réjus pour moi n'est pas forcément une espèce adaptée aux débutants,
C'est parce que pour moi, débutant, ça va être son premier serpent. Je recommande toujours d'avoir eu un serpent avant, qui soit peut-être un petit peu plus facile à nourrir et un petit peu plus tolérant au niveau des erreurs. Parce que le Régis est un serpent qui va vous stresser, autant que vous êtes capable de le stresser. La période de jeûne, quand on n'y est pas préparé, je peux vous certifier que c'est une expérience qui est très stressante. Vous avez beaucoup de personnes qui se séparaient de leur serpent à cause de ça, car ils n'arrivaient pas à les nourrir. Et il y a vraiment des processus à respecter. Moi, ce que je peux vous recommander, si jamais vous avez un Régis qui ne veut pas manger, la première des choses, c'est d'y foutre la paix. Arrêtez de le manipuler, arrêtez de le déranger pour rien, foutez-lui la paix. Les serpents, comme je vous l'ai dit, n'aiment pas la manipulation, donc laissez-le tranquille. Deuxième chose, respectez sa période de jeûne. Des fois, ils ont tout simplement pas envie de manger. Nous, si on n'a pas envie de manger, on va pas venir nous forcer. Pour eux, c'est pareil. Surveillez juste que votre serpent ne s'amaigrisse pas et continuez à lui amener de l'eau fraîche tous les jours. Ok ? Et si vous voyez que ça dure un petit peu trop longtemps, avant de penser veto, avant de penser gavage, diversifiez vos proies. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le Python Régis est un serpent qui va se nourrir de proies diverses et variées en nature. Et je suis sûr que les démarrages qu'on fait nous en captivité ne sont pas forcément les plus naturels qui soient. Il est plus facile pour un serpent d'avaler un amphibien quand il est juvénile que d'avaler un petit rongeur. D'accord ? C'est beaucoup plus facile pour lui à attraper. Donc, n'hésitez pas à diversifier. Ok ? Et vous allez voir qu'à un moment donné, il va taper. Alors, c'est pareil, il y a ce problème aussi de je nourris aux morts, je nourris aux vivants. Ça, c'est quelque chose qui vous regarde. Moi, personnellement, j'ai pas envie de m'embêter avec un élevage de proies vivantes, mais j'ai déjà nourri aux vivants certains serpents qui ne voulaient pas démarrer. Voilà, et ben le vivant, il n'y a pas à chier, c'est naturel et ça démarre. Si jamais vous avez un pote qui a des geckos ou quoi, n'hésitez pas à lui demander des mus s'il en reste, ou alors même du substrat, où il y a eu le gecko en contact ou une cachette et frottez votre poids. Le serpent va forcément déclencher un moment. C'est pareil, un serpent, ça se stimule. Si vous prenez votre proie, je vais me servir de ça pour faire un exemple. Donc là, on imagine que mes feuilles sont une proie. Si vous la prenez et que vous lui mettez comme ça devant le pif, ça va pas être très attirant pour lui. Le serpent, c'est un animal qui va chasser au mouvement, qui va chasser à vue, qui va chasser à l'odeur. Donc il faut le stimuler, il faut que dans son cerveau se mette en place ce moment de prédation. Donc le serpent, vous le titillez, vous prenez la proie, vous la bougez, vous essayez de faire des mouvements naturels. Vous avez beaucoup de personnes qui prennent les rats par la queue, la tête en bas, bon, c'est pas trop naturel. Moi, les rats, je préfère les saisir derrière la nuque et les faire passer devant l'animal, ça rend vraiment un petit peu plus naturel. Mais il faut que vous stimuliez votre serpent. C'est pareil, arrêtez, pour ceux que je vois faire, de suivre le conseil qui vous dit de laisser une proie morte dans votre terrarium. C'est un nid à bactéries. Alors, les serpents sont des charognards opportunistes, ça s'est déjà vu, notamment avec des pitons de Séba, et j'en parlerai quand je ferai la vidéo sur eux. J'ai beaucoup de vidéos à faire. Mais on est en milieu naturel, aéré, il y a tout un écosystème qui fait le travail. Là-dedans, vous n'avez absolument pas le même écosystème. Laissez une proie faisandée à l'intérieur, déjà l'odeur va être horrible, mais il va falloir que vous désinfectiez votre terrarium parce que c'est pas bon pour eux. Je veux bien que les serpents ont un organisme et une immunité qui leur permettent de supporter beaucoup de choses, mais ça, arrêtez de le faire. C'est vraiment pas bon. Ne laissez pas une proie morte toute la nuit. Ouais, peut-être qu'il va le déclencher, mais derrière, vous allez prendre des risques. Donc c'est pour ça que je dis que pour moi, c'est un serpent qui n'est pas forcément adapté aux débutants. Il vaut mieux si vous débutez que vous partiez sur un petit colubridé type Pantherophis guttatus, qui est génial pour débuter. C'est un serpent qui tolère les erreurs vraiment très bien. C'est un serpent qui ne refuse pas les repas, et quand il en refuse, généralement ça dure pas très longtemps, sauf s'il y a problème de santé. Donc faites les choses dans l'ordre, d'accord ? Pareil, pour ceux qui demandent pour les mutations, ça, chacun son avis. Si vous avez envie d'acheter telle ou telle mutation, faites-le, mais renseignez-vous bien avant. Car vous avez certaines mutations qui présentent des dégénérescences génétiques, et du coup, les serpents naissent avec un handicap. Notamment le wobble, qu'on va retrouver sur du spider, sur du champagne. Donc faites très attention, n'achetez pas un animal si c'est pour subir derrière son handicap. Parce qu'un serpent avec un wobble, s'il est plus ou moins prononcé, ça peut devenir délicat pour le nourrissage, pour l'entretien, voire même pour les manips. Donc réfléchissez bien à ce que vous faites. Personnellement, j'encourage pas trop les mutations, parce que justement, on sait absolument plus sur quoi on peut tomber. Mais si vous avez envie de vous faire kiffer, faites-vous kiffer, c'est pas le problème. Si vous avez les moyens, si vous mettez les structures, faites ce qu'il faut.
n'y a pas de secret les amis, avec le Python Régis, il faut que vous compreniez que c'est un serpent qui doit vivre dans le calme. Ne l'exposez pas dans une pièce où il y a du passage, ne l'exposez pas dans la chambre des enfants où ils vont venir l'embêter à la vitre du terrarium, tout ça. Mettez-le dans une pièce où il va être au calme. Plus il se sentira serein et rassuré, plus vous aurez un serpent qui ne présentera absolument aucun souci de comportement. Moi j'ai la chance de pouvoir avoir une pièce où il y a tous mes serpents à l'intérieur et où je suis le seul à rentrer, ou alors mon fils et ma femme rentrent mais uniquement quand je suis là, et j'ai des serpents qui ne voient pas l'humain toute la journée. Donc ils sont calmes, ils sont sereins, j'ai absolument aucun problème. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, présentation d'espèces Python Régis. J'espère que ça vous aura plu, vous aurez pu en apprendre un petit peu plus sur ce serpent merveilleux. Si vous avez des commentaires, des questions, des suggestions, n'hésitez pas. Pareil, dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir un petit peu comme espèce. Je sais qu'il y en a qui m'ont demandé les serpents français. La saison arrive, je vais vous en montrer. Ceux qui m'ont montré les serpents africains, je suis en train de prendre des renseignements pour faire la vidéo et vous raconter des choses correctes. Et si jamais vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas les amis. Posez-les en commentaire. Je vous dis à la prochaine les amis et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!